8h15 sur Europe 1. Bonjour Julien Dive. Bonjour. Député LR de l'Aisne, vice-président, je le disais, de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Julien Dive, pour la première fois depuis 20 ans, l'euro passe sous la barre du dollar sur fond de risque de ralentissement économique et de crise énergétique. Est-ce que cela renforce, selon vous, est-ce que c'est un signe d'une récession à venir ? C'est un signe sur lequel, en tout cas, il va falloir être très vigilant. Je dis très vigilant, c'est-à-dire l'ensemble des décideurs politiques, puisque on a vécu on vit une année 2022 difficile en termes d'inflation, qui est multifactorielle. Il y a bien sûr déjà eu une évolution à la baisse de l'euro par rapport au dollar depuis le début de l'année, mais il y a aussi eu des contextes politiques, géopolitiques qui ont amené à cette inflation, puis des contextes économiques. Bref, tout ça a amené à une situation difficile pour beaucoup de nos concitoyens, et on a une inflation qui est aujourd'hui autour de 6%. Le fait que l'euro baisse par rapport au dollar n'arrangera certainement pas la situation sur le coût des produits importés. Donc d'ailleurs, ça pose la question de notre souveraineté européenne en termes énergétiques, en termes alimentaires, en termes d'investissement matériel. Mais tout ça obligera à rester vigilant dans les textes à venir pour les parlementaires. Nous avons un rendez-vous important dans les semaines qui viennent avec le budget 2023 qui nous obligera à anticiper l'éventuelle inflation de la fin d'année, du début d'année 2023. Il ne faut pas penser que parce qu'un texte sur le pouvoir d'achat a été adopté cet été, la page de la question du pouvoir d'achat de nos concitoyens est réglée. Alors justement, on va y revenir dans un instant, mais est-ce que vous craignez que ce soit un contexte qui renforce le risque d'un mécontentement social à la rentrée ? Le mécontentement social, je vais vous dire, c'est une des conséquences des décisions politiques qui peuvent être prises. Si ces décisions politiques laissent un sentiment d'injustice, laissent le sentiment que les Français sont mis de côté, oui, il y aura un renforcement. C'est pas uniquement la question de position du dollar par rapport à l'euro et inversement. Non, mais des conséquences. C'est surtout les décisions politiques. Bien entendu. Et je reviens juste à cette idée que la situation du dollar ou de l'euro par rapport au dollar amènera de fait à un risque inflationniste. Et ce risque inflationniste, il faudra que la réponse politique soit à la hauteur pour justement éviter, pas uniquement la question de la grogne, mais éviter que les Français soient encore davantage en situation de précarité. Oui, parce qu'on évoque le risque d'une explosion sociale. Alors peut-être que c'est du côté des oppositions qu'on brandit la menace, mais le fait est qu'il y a ce risque. Je vais vous dire, toutes les rentrées sont chaudes, toutes les rentrées sociales sont faites de leur lot d'événements, de manifestations légitimes, je ne conteste pas, mais ça fait partie quelque part du lot de la rentrée. Pour autant, ça nous amène, avec l'année 2022 dans un contexte particulier, à rester vigilants, parce que je leur dis, ce n'est pas parce que le texte a été adopté cet été que la situation des Français est réglée. Alors, le gouvernement est sans majorité à l'Assemblée nationale. Vous évoquiez les textes qui seront présentés tout au long de cet automne. Est-ce que vous serez à nouveau pour ces textes, justement, comme le budget, l'assurance chômage ou la retraite, la force d'appoint de la majorité pour faire passer ces réformes ? Vous avez oublié un texte, celui de l'énergie, parce qu'on vient de parler d'inflation, et je pense que l'un des premiers point qui va nous intéresser pendant les mois qui viennent, c'est la question de la facture énergétique. Les Républicains ne sont pas une force d'appoint, les Républicains sont une force de proposition, de contradiction. C'est d'ailleurs réaffirmé par Olivier Marleix, le président du groupe. Pendant l'été, nous avons réussi à faire avancer un certain nombre de propositions. Je rappelle juste que l'aide pour les Français qui chauffent au fioul, qui n'était tout simplement pas mise en place, a été adoptée grâce au travail que les Républicains ont pu porter. La baisse des 30 centimes de carburant à la pompe, c'est aussi le travail qui a été porté par les Républicains. Donc on restera une force de proposition, une force de contradiction sur les différents textes. On n'est pas dans la logique de la compromission, on est vraiment dans la logique de faire avancer nos idées, nos propositions pour les Français. Donc du compromis texte par texte. C'est le texte par texte, c'est le texte par texte. On prend texte par texte. Et on peut avoir des accords, on peut avoir bien sûr des désaccords. Tiens, par exemple, il se dit que la majorité examine la possibilité de remettre sur la table l'idée d'une taxation des super profits des multinationales. Pour certains, ce ne serait plus un tabou dans la majorité. Et pour vous, Julien Dive ?
Ça n'a jamais été pour moi. Alors je vais peut-être faire cas d'exception. J'imagine bien que c'est un sujet qui fait débat au sein de l'hémicycle, mais aussi au sein des groupes politiques. Pour ma part, ça n'a jamais été un sujet tabou. J'imagine simplement que dans une situation de crise, quand il y a des profiteurs de crise, c'est un terme qui est devenu à la mode désormais. Dans les profiteurs de crise, il y a des entreprises, des multinationales, et bien je pense qu'elles doivent aussi contribuer à cet effort. Vous savez, on a une période qui est très difficile. On amène les Français à devoir faire des efforts. Eh bien, ça doit être pour l'ensemble des Français ces efforts, qu'ils soient extrêmement riches ou qu'ils soient en situation de précarité. Chacun doit être dans une situation d'égalité. Donc évidemment, s'il y a des profiteurs de crise, il faut qu'il y ait en face une réponse. Et moi, je ne suis pas opposé à cette idée-là, vous voyez. Et ce serait un signe fort en direction des oppositions. Alors j'entends les oppositions de gauche notamment, parce qu'on sait que du côté de la NUPES, on en fait une espèce de totem finalement depuis le début de la session parlementaire, enfin depuis les élections du printemps dernier. Je ne suis pas intéressé par les états d'âme de la NUPES. Je ne sais pas s'il faut aller les séduire ou pas, c'est pas mon sujet, c'est le sujet de la majorité. En attendant, moi, ce que je pense, c'est que si on souhaite faire toutes ces transitions, et dans les transitions, la transition énergétique, on vient de vivre un été brûlant, si on souhaite faire toutes ces transitions, il faut qu'il y ait une égalité face aux décisions politiques qui sont prises. Et la question des super profits pour les gens qui ont fait des super profits dans une situation de super crise, eh bien, c'est juste une réponse d'égalité. Et dans le même ordre d'idée, vous êtes favorable à la régulation des jets privés, comme l'envisage Clément Beaune, le ministre des Transports? Sur ce débat-là, il y a eu 3 positions finalement. La première position, c'est celle de la NUPES au travers de Bayou qui dit écoutez, on a interdit les jets privés. Faut tout supprimer, c'est une proposition qui s'attaque d'ailleurs juste au principe de propriété privée, c'est juste hallucinant. Deuxième proposition, c'est celle de Clément Beaune qui dit moi je régule plutôt l'usage des jets privés. Et puis il y a une troisième proposition qui est ne rien faire. Je pense que face à l'urgence climatique, ne rien faire, c'est pas forcément responsable. Par contre, la question de réguler, je dis que ça se regarde pour une raison simple, c'est que de toute façon, on doit tous faire des efforts au regard de la situation climatique, et ça fait partie des sujets qu'il faut traiter. Je regarde évidemment que l'usage du jet privé, c'est un usage qui est parfois, je vais vous dire, pas marginal, mais qui est faible. Pourtant, ça pollue énormément. Donc, on peut se poser la question de les réguler. Ça ne veut pas dire les interdire. Moi, je dis, regardons, toutes les bonnes idées sont à regarder, elles se posent sur la table et on en débat. Parmi les propositions qui pourraient être faites à la rentrée, notamment dans le cadre du débat sur l'immigration, Gérald Darmanin a annoncé cette nuit l'ouverture de centres d'encadrement militaire pour les jeunes délinquants. Qu'est-ce que vous pensez de cette orientation ? C'est pas le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, c'est de protéger. Le rôle de l'armée, c'est de défendre. Le rôle de l'armée, c'est de préparer ou de prévenir de la paix. Le rôle de l'armée, ce n'est pas d'encadrer des jeunes délinquants. Je pense que Gérald Darmanin dépasse finalement sur les plates-bandes qui sont les siennes. Il empiète sur celle de Éric Dupond-Moretti, qui est effectivement totalement incapable de répondre à la question pénale. On a aujourd'hui un système carcéral qui est déplorable. Vous aviez les images qui ont été diffusées ces derniers jours sur les événements. Je vais pas y revenir. Pour autant, ça met en avant simplement que le milieu carcéral français est complètement délabré, des prisons en surnombre, des prisons où il n'y a pas eu d'investissement majeur. Et je pense que c'est là qu'il faut davantage investir. Investir sur le milieu carcéral. Le milieu carcéral, c'est punir. Le milieu carcéral, c'est réinsérer. Le milieu carcéral, c'est éviter la récidive. Ça passe par un encadrement de professionnels du milieu pénitentiaire. Ce n'est pas aux militaires d'aller encadrer des jeunes délinquants. Vous pensez que dans cette affaire de la prison de Fresnes, Éric Dupond-Moretti ne pouvait pas ne pas être au courant de ces jeux, du kart, de la piscine à l'intérieur de la prison de Fresnes ? C'est terrible, en fait. C'est terrible. En fait, la position du garde des Sceaux, la réponse qu'il fait en disant « je diligente une enquête, c'est scandaleux », et pour apprendre quelques heures après que son cabinet était bien informé. Et on peut pas imaginer que son cabinet n'était pas informé, peut-être même lui, pour une raison simple, c'est que une prison, c'est pas un supermarché. On ne rentre pas dans une prison comme ça. Il faut des autorisations pour investir, pour pouvoir mettre le matériel qui a été mis. Donc, il est évident que la position d'Éric Dupond-Moretti n'est pas tenable. Je préférais qu'il joue la sincérité en nous disant bon oui j'ai validé ce projet, qu'il vienne en répondre devant la commission des lois, qu'on étudie la question, ce type d'événement, est-ce qu'il est anecdotique, est-ce qu'il est régulier, pour quelles raisons, et puis surtout
faire la lumière sur l'état de nos prisons. Je vous le dis, il n'y a eu que 2000 prisons livrées entre 2012 et 2017. Il en fallait 15 000, 10 à 15 000. On a une surpopulation carcérale de 10 000. Comment voulez-vous que les Français n'aient pas un sentiment de défiance par rapport à la justice, un sentiment de défiance par rapport à l'autorité de l'État, s'ils sentent bien qu'elle n'est pas ferme, s'ils sentent bien qu'en face, finalement, il y a une forme de laxisme? Non, il faut que nous ayons une justice qui soit épaulée, un système judiciaire épaulé, un système carcéral qui soit soutenu. Ça veut dire, derrière, accompagner, mettre les moyens pour que nos prisons françaises soient à la hauteur et que la France ne soit pas condamnée par la CEDH. Dernière question, Julien Dive. En octobre, Xavier Bertrand, dont vous êtes proche, officialisera la création de son propre mouvement Nous France. C'est la première pierre d'une nouvelle candidature à l'Élysée en 2027 ? C'est la continuité de son engagement, plutôt c'est la pierre qui vient compléter l'établissement dans lequel il est engagé depuis longtemps. Il a toujours dit qu'il faisait de la politique nationale. Je rappelle juste qu'il a été très vite à l'initiative sur ce genre de projet, puisque Nous France auparavant était une association politique, il l'a transformé en mouvement politique. Ouais. C'est un mouvement politique associé aux Républicains et pas en dehors des Républicains. Je le précise parce que je veux pas qu'il y ait confusion dans l'esprit des gens. C'est associé au parti républicain. Et puis surtout, je pense que Xavier Bertrand a toujours été dans cette logique de participer à la politique nationale en tant d'ailleurs qu'élu régional, avec une expérience qui est la sienne, celle d'avoir été membre de gouvernement, celle d'être président de région, et il a un rôle, il le dit souvent, celui de transmettre aussi, de passer le relais à une jeune génération dans laquelle je fais partie, dont fait partie Aurélien Pradier, Pierre-Henri Dumont, parce que je pense que la droite républicaine doit aussi se préparer à l'avenir, doit aussi porter de nouvelles idées, de nouvelles propositions, si elle veut tout simplement s'assurer une suite. Merci Julien Dive d'avoir été en ligne avec nous pour les auditeurs d'Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée.